Et bonjour, bonsoir à tous, je suis Jérôme FZ et vous êtes bien sur le Morio Show. En cette soirée du 28 septembre 2021, nous sommes en compagnie d'Evan. Bonsoir Evan. Bonsoir à tous. Ah, c'est cool de se retrouver là encore une fois ce mardi soir. Et pour cette fois-ci, au programme pour cette 9e émission, eh bien, du JoJo. Enfin du JoJo. Nous revenons sur notre série favorite pour parler de l'emblématique partie 7 Steel Ball Run, mais aussi des interviews inédites de notre petit passage au Geek Days de Rennes le week-end dernier. Et sans plus attendre, allons nous plonger dans l'ambiance du Far West de l'année 1890. Hey, Jérôme, t'as déjà entendu parler de la Steel Ball Run ? Tu veux dire cette course de cheval à travers les États-Unis dont la récompense est élevée à 50 millions de dollars ? Ouais, tout ça s'est passé au Far West en 1890. Deux jockeys s'y sont particulièrement démarqués par leur technique à cheval. D'abord, Jairo Zeppeli, enfant d'une famille de bourreaux italiens à la solde du roi. Mais aussi Johnny Joestar, fils d'un riche entraîneur de chevaux. Ah, mais je le connais. D'ailleurs, c'était le rival d'un certain Diego Brando, le favori anglais. Mais tu savais, si cette course a autant fait parler d'elle, c'est à cause de ce qui s'est passé en coulisses. Ah ? Le président lui-même était impliqué. La course, en fait, c'était un prétexte. C'était pour récupérer différentes parties d'un cadavre étrange. Je vois. C'est pourquoi cette course fut aussi meurtrière pour ses participants. Certains seraient même dotés de pouvoirs étranges. Il y avait un Indien à pied aussi. Ah ouais ? Enfin bref, toute cette histoire nous a été contée et illustrée par un certain Hirohiko Araki dans une série d'ouvrages publiés entre 2004 et 2011. Ah ouais ? Non, je sais pas, moi jusqu'à... Tu crois ? Ah, non, rien. Bon, puisque tu n'as visiblement pas suivi la bonne manière, eh bien il se trouve que cette série a changé de magazine, de publication en cours de route. Apparemment, c'était trop sanglant. Pas trop fait attention. Moi, ce que j'ai préféré, c'est l'histoire touchante entre Jairo et Johnny, entre maître et élève, et amitié fraternelle. Morio Show. Morio Show. Nous étions donc au Geek Days de Rennes, de Rennes ce week-end, des 25 et 26 septembre 2021, pour y rencontrer Julien Pelletier, fondateur et directeur général de Japanime. Pour les consommateurs bretons de manga, c'est une enseigne bien connue. Mais quelle est donc son histoire ? Je vous laisse écouter ça. On a ouvert en 99 le premier magasin sur Lorient. Ensuite, on s'est développé sur les 3 années d'après sur d'autres villes comme Vannes, Nantes, Rennes et Saint-Brieuc. En 2009, on a bifurqué un peu, certains magasins sont devenus indépendants et sur les 3 dernières années, on s'est restructuré entre guillemets avec une centrale d'achat sur Sainte-Luce et j'ai repris les magasins qui étaient devenus indépendants. Donc on est maintenant un groupe de 6 librairies dans les différentes villes que j'ai citées tout à l'heure, plus une centrale d'achat qui chapeaute le tout. Et alors, avec Jérôme, nous avons profité de l'occasion pour obtenir un petit historique du succès de JoJo's Bizarre Adventure en librairie française. Quand c'est sorti chez J'ai lu, il y avait une fanbase très, très petite, très restreinte, mais qui était vraiment arc-boutée dessus. Ensuite, ça a pas trop marché, la fanbase est restée, elle n'a pas grossi en fait pendant 5-6 ans. Vers 2005-2006, ça s'est redéveloppé un petit peu, mais pas... la fanbase a doublé, mais elle était petite au début, donc ça n'a pas suffi pour lancer le mouvement. Et là, ça fait quoi, 5-6 ans, voire peut-être un petit peu plus, quand Delcourt a repris les éditions, il y a eu des ruptures, il a commencé à avoir un petit peu de buzz sur Facebook, sur Internet, un peu partout. Et du coup, la série a commencé à se faire beaucoup plus connaître. Et il faut préciser aussi que les éditions Tonkam, qui était propriétaire de la licence depuis 2007, s'est fait racheter par Delcourt en 2014 pour faire une section Delcourt Tonkam, ce qui peut en partie expliquer un succès bien tardif.
À un moment, les 5 premiers tomes, le tout début de la série, se vendait pas trop. Les gens partaient surtout sur, je crois que c'était Golden Wind qui se vendait bien à un moment. Et après, il y a des cycles en fait qui sont un peu bizarres. Il y a des moments où ça va être une série qui se vend beaucoup, et puis d'un coup, ça va être un autre arc qui prend le pas dessus. Et là, les premiers volumes, maintenant, on est arrivé sur une sorte de marché un peu plus mature sur JoJo's où toute la série se vend plus régulièrement maintenant. Donc on vend autant des premiers tomes que des autres maintenant. Et c'est tant mieux, car pour débattre sans fin sur vos parties préférées dans le manga, il a bien fallu que vous les lisiez toutes. Mais intéressons-nous maintenant à l'arrivée en 2012-2013 d'un nouvel animé de JoJo au Japon, qui ne va pas rester sans conséquences en librairie. Sébastien de la boutique nantaise nous en parle. Au début de l'animé, c'était hyper compliqué à faire partir parce que du coup, dès que tu le conseillais, tout le monde était là, mais genre déjà, c'est beaucoup trop long. 2, ça a l'air de se barrer dans tous les sens, donc un peu compliqué de suivre la série et ça intéressait pas forcément, tu vois, en termes de dessin, etc. Par contre, dès que tu as eu la saison 3 avec Stardust, ça a vraiment commencé à bien péter parce que les gens ont pu déjà bouffer la première saison et enchaîner avec la deuxième. Donc quand tu es vraiment dedans, tu as juste envie de lire la suite. Et vu qu'il y avait une pause entre la première partie et la deuxième partie de Stardust, c'est vraiment là où il y a eu un énorme gain d'intérêt là-dessus. Et en fait, à la fin de chaque saison, tu avais un nouveau gain d'intérêt sur la suivante. C'est quelque chose qui marche très bien, les séries animées, parce que les gens regardent, aiment bien, et puis comme ça s'arrête, ils sont en manque, et donc ils ont besoin d'avoir la suite, donc ils switchent sur le mode papier, avec toutes les séries qui ont été achetées par Netflix pendant le confinement, ou Amazon, ou toutes les plateformes. Ça booste vraiment, et on voit bien en termes de vente, on a des séries comme Alice in Borderland, je dérive un peu de JoJo's, mais qui était une série qui était sortie il y a longtemps, qui marchait plus trop parce que les gens ne la connaissaient plus, et dès qu'elle est passée sur je sais plus quelle plateforme c'était, ça a reboosté les ventes d'une manière dingue. Ils ont réédité toute la série, ils sont retombés en rupture directe. Dès que la série t'atteignait la fin d'une partie, la suivante était en rupture dans la foulée, surtout les premiers volumes, parce que les éditeurs n'avaient pas forcément prévu la quantité nécessaire en réimpression. Et du coup, là, tu vois, avec Golden Wind, c'était Stone Ocean qui a toujours été en rupture sur les 5 premiers volumes, et ça devenait assez compliqué de se procurer soit la série en cours, soit la série suivante. Et les vendeurs s'attendent au même phénomène dans la sortie de Stone Ocean. Quand l'anime va se terminer, l'impact sur les ventes va se ressentir sur la suite vraiment. Donc soit, je ne sais plus comment ils comptent faire, s'ils comptent faire une saison, une pause et refaire la deuxième partie de Stone Ocean, ou s'ils vont sortir d'un coup les 40 et quelques épisodes. S'ils sortent les 40 et quelques épisodes, l'impact va se ressentir plus sur Steel Ball Run, quand les gens vont avoir terminé la série. Ou alors, s'ils s'arrêtent en plein milieu de la partie, ça va être aux alentours du volume 8-9 que les ventes vont commencer à exploser et effectivement avoir des ruptures. Voilà, les gens n'ont pas envie d'attendre un an et demi, 2 ans, voire parfois plus, pour avoir les suites des séries, et du coup quand tu as directement le truc à portée de main en manga, ils y vont quoi. Et alors Jérôme, je crois qu'il y a un sujet qui t'intéresse particulièrement. Oui, alors c'est le sujet de la classification, puisqu'on avait cette team de Japanime sous la main, on en a profité pour leur poser des questions sur la classification en France de ces mangas, puisqu'au Japon ils n'ont pas le même regard entre shonen et seinen, et on sait très bien que JoJo, c'est quand même une œuvre qui est assez crue et sombre à certains moments. Déjà de base, vu que JoJo à l'origine en fait a vraiment cartonné parce que c'est un shonen qui est violent quand même, qui monte du sang, des trucs dans le genre qui n'étaient pas normalement dans les shonen classiques, c'était plus Dragon Ball, humour, baston. Directement, tu vois, de base, il y avait le côté shonen, mais shonen un peu up, tu vois, vraiment pour un public un peu plus âgé. Nous, on les a laissés en shonen, peu importe que ce soit le début, la fin, tu vois, genre on a mis toute la série en shonen, et au final, ça correspond à une tranche d'âge qui va plutôt faire du seinen au final, ou alors maintenant, grâce à l'animé, ça touche des un peu plus jeunes, mais tu vois, genre on tape rarement sous les 14-15 ans. Si on le passait en seinen, ça toucherait plus la cible effectivement de ça. Mais le fait que ça ait changé de magazine, que ça ait changé de truc, j'ai pas l'impression que ça ait spécialement changé l'ambiance en elle-même, tu vois, ça n'a pas d'un chapitre à l'autre ou d'une partie à l'autre, il n'y a pas eu vraiment de step-up hyper énervé dans la violence ou dans le propos qui fasse que on sépare les parties. Donc on a vraiment tout laissé en shonen. Et ça, c'est très intéressant parce que pourtant, la 7e partie sur laquelle nous portons notre attention ce soir, elle est empreinte de grands changements dans la saga JoJo, et elle n'a pas tout de suite bénéficié d'une grande reconnaissance. Mais ça ne semble pas être pour des raisons de classification.
Ça a été assez compliqué parce que à la base Jojo était chez J'ai lu et du coup les 4 premières parties étaient sorties chez une autre maison d'édition. Delcourt Tonkam, quand ils ont racheté ça, ils ont sorti du coup la partie 5 et 6. Et en fait quand ils ont commencé à sortir Steel Ball Run, ils ont sorti en même temps les premières parties de Jojo qui n'existaient plus du coup. Et donc en fait tu avais des volumes de Jojo partie 2, 3, 4 qui sortaient pendant que les Steel Ball Run sortaient. Donc pour faire la série c'était assez compliqué vu que tu n'avais pas encore l'animé, vu que les gens du coup soit ils commençaient Jojo avec les premières parties mais du coup ne pouvaient pas lire Steel Ball Run comme il manquait des parties tout simplement, ou alors tu avais les gens qui avaient fait J'ai lu et qui ont pu passer directement à ça. Donc en fait c'était assez compliqué de faire partir Steel Ball au début, ou même vu que ça tranche pas mal avec la partie 6, fallait présenter limite comme une nouvelle série. Changement de magazine et de cible éditoriale en passant du Shonen Jump à l'Ultra Jump au Japon. Hirohiko Araki, l'auteur de Jojo, il semblait bien vouloir passer à autre chose. Et en fait, quand tu regardes, je crois que c'est le premier volume ou le deuxième de Steel Ball Run, il indique qu'il voulait arrêter de faire du Jojo Bizarre Adventure. Il s'est resservi un peu de son univers, de son character design, de son ambiance, pour justement garder quelque chose d'assez propre. Et en fait, directement, il s'est rendu compte qu'en fait, il voulait continuer de faire ça. Et en fait, c'est pour ça qu'il a rajouté des stands et il le marque au début dans la préface justement du bouquin, en disant je pense pas qu'une œuvre est isolée des autres, et du coup, en fait, je la rattache au reste. Et le sujet s'étend aussi, mon cher Jérôme, comme pour tous les mangaka dessinateurs de séries longues, sur la perception du style graphique par les lecteurs les plus anciens. En fait, son style, il évolue, il se peaufine, il s'affine, il devient de plus en plus clair. Et en fait, quand tu arrives justement sur les derniers volumes, t'as quasiment pas vu cette évolution parce qu'en fait, ça s'est fait tout au long des parties. Un peu comme quand tu prends le début d'une série longue ou n'importe quoi et que tu regardes le premier volume, tu le lis, tu regardes le dernier, tu reprends le premier, en fait, tu reconnais quasiment... pour beaucoup, tu reconnais pas en fait le dessin de l'auteur tellement il a évolué. Du coup, si vraiment tu commences par le début, quand tu arrives à la partie 7, t'as pas eu l'impression qu'il y a eu cette évolution. Par contre, quand tu prends le premier volume après avoir terminé la partie 4 ou n'importe quoi, tu vois déjà qu'il y a un changement. Et je pense qu'en fait, les gens qui découvrent Jojo maintenant, s'ils découvrent par l'animé, effectivement, ça va peut-être être un peu dur de passer sur le début du manga, parce que effectivement, t'as le côté un peu vieux de, comme je disais, un peu à la Kutonoken ou ce genre de truc. Mais par contre, si tu commences avec le bouquin, t'es pas surpris et du coup tu t'habitues à ça et ça évolue avec l'œuvre au fur et à mesure et ça passe tout seul. Alors, du coup, cette évolution, ça fait que la série, elle est très riche, mais pour un vendeur, au final, comment est-ce qu'on peut conseiller à Japanime des lecteurs qui ne connaissent pas Jojo, par exemple? Eh ben écoute, je te laisse découvrir la réponse tout de suite. Déjà le fait que ce soit un shonen un peu old school, où on voit justement qu'effectivement ça a posé énormément de codes pour beaucoup de trucs. Le fait que ce soit le thème du voyage aussi qui est très très cool et qu'on à travers la série on va pas suivre juste un personnage mais plusieurs protagonistes et qu'en fait chacun va avoir un voyage différent. Justement le changement de rythme avec d'un coup on va avoir la traversée du monde avec Stardust et qu'après on va passer à Diamonds Unbreakable où tout va se passer dans une seule et même ville mais le voyage est toujours présent dans cette ville là en fait. Et c'est vraiment ça qui est très intéressant, le fait que peu importe justement le pays, le thème ou quoi, il va réussir à rendre ça intéressant. On a beaucoup de clients déjà qui ont lu beaucoup de shonen, qui cherchent des histoires un petit peu plus originales dans l'histoire comme dans le graphisme, parce que le graphisme de JoJo's est quand même très marqué et très intéressant. Et du coup, c'est intéressant pour des gens qui ont lu beaucoup de choses, qui cherchent des choses différentes et qui sont ouverts à ça. Ça permet de basculer dessus. Et après, quand les gens cherchent, pareil, des séries longues, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc c'est assez pratique de conseiller JoJo's. Et voilà, c'était le mot de la fin de Julien Pelletier, le directeur général de Japanime, que vous aurez sûrement l'occasion d'entendre à nouveau dans un futur reportage qui se portera sur l'enseigne et le succès de cette boutique en Bretagne. En tout cas, que vous soyez convaincus par leurs propos ou non, on va poursuivre l'argumentaire et la mise en valeur de ce bel ouvrage avec notre rubrique analyse de Jojo, partie 7, Steel Ball Run. Morio Show. Morio Show. Et je vous laisse découvrir pour commencer cette partie une petite musique qui va nous remettre dans l'ambiance.
Bon, alors nous aurons l'occasion de vous parler un petit peu plus tard de toutes ces musiques d'ambiance. Mais déjà, pour commencer, on va commencer au début, hein. Lorsqu'on tourne les premières pages de Steel Ball Run, Evan, je pense que tu pourras peut-être confirmer, mais moi en tout cas, j'avais l'impression, et j'ai eu l'impression aussi de la part d'amis, que Steel Ball Run, en fait, quand on le commence, on a l'impression de s'être trompé de manga. C'est un petit peu l'impression que ça donne. On se dit, mais c'est bizarre, c'est super différent. Où est Jojo? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que tout ça, en fait, ça vient du fait que on a un petit peu un retour à zéro, un retour dans le passé, euh, avec une ambiance Far West, hein, comme on a commencé à vous faire ressentir avec ces premiers échanges. Et puis voilà, plein de nationalités différentes, mais on va en parler avec toi, Evan. Bah oui, exactement. Quand on démarre, on n'est pas tout de suite sur l'introduction d'un personnage, il me semble, hein. Ça vient un peu plus tard. On a cette histoire très vite de la Steel Ball Run, donc la fameuse course qui se met en place. Et c'est là, bon, on se dit, bon, bien sûr, on reconnaît quand même le style d'Araki, on va en parler aussi, mais on se dit, c'est un peu étrange tout ça, on est un peu paumé dans l'histoire, dans la façon, dans le récit en fait. Et puis on se met d'un coup, au fur et à mesure de la présentation des personnages, à se rendre compte qu'il y a des noms qu'on retrouve et qui sont bien des noms de Jojo. Ouais, tout à fait. Alors, déjà, moi je pense que pourquoi est-ce qu'on est perdu un petit peu au début, c'est parce que on a pris l'habitude d'avoir quand même quelque chose auquel se rattacher. Par exemple, partie 3, on a Joseph qui arrive, qui introduit le truc. Partie 4, c'est Jotaro encore. Partie 5, même si c'est bien détaché, on a directement on a Koichi, on a Jotaro, on a Giorno qui est nous est directement présenté comme le fils de Dio. Donc en fait, on n'est pas si loin des autres parties. Et là, vraiment, c'est le début de quelque chose. En fait, c'est vraiment ça que ça me donne comme impression. Steel Ball Run, c'est le début de quelque chose. Et on se met super loin de là où on a l'habitude d'être. Et on découvre une nouvelle époque. Et une autre partie sous un nouveau jour un petit peu. Oui, bah, c'est là qu'on va avoir donc, ce fameux décor Far West, décor qu'on retrouve quand même très peu hein, en manga. C'est quand même pas Mhm. la culture voilà, des Japonais. Donc déjà, ça change, parce que du coup, bah, c'est bien en Amérique, c'est bien aux États-Unis. On est sur cette thématique de la course, il me semble, donc de l'Est vers l'Ouest, ou si ce n'est pas... Non, c'est l'inverse peut-être. Ouest vers l'Est, oui, c'est C'est ça. ça, donc c'est un peu l'inverse de Euh, la ruée vers l'or. Et, mais on a quand même cette thématique voilà, du voyage qui revient et puis de la traversée des États-Unis. Et puis c'est là effectivement qu'on va avoir le côté cosmopolite, peut-être qu'on peut aussi attribuer aux États-Unis aujourd'hui avec les communautés hispaniques, les communautés, enfin tout le nombre de populations immigrées à travers les âges qui sont arrivés aux États-Unis. Et ben on retrouve aussi ça avec les nationalités que Hirohiko Araki a déjà explorées, à savoir les Japonais, les Italiens et puis les Anglais aussi. et d'ailleurs, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit juste avant, là, sur le fait que finalement, en fait, sur Steel Ball Run, quand on y arrive, on a, euh, on a un nouveau paysage et on a de nouvelles, comment dire, c'est comme tu disais, c'est un peu la course, la ruée vers l'or qui est inversée. On a quand même des nationalités qui sont. Alors on a quand même ce retour un petit peu de certains personnages, hein, on peut peut-être le dire dès maintenant, mais surtout on a ce truc d'une échelle qui est bien plus large, je trouve, qu'avant. Alors notamment peut-être au niveau des dessins, mais surtout on voit un petit peu tous les participants qui sont présents à cette course. Et c'est vrai que d'un coup, ça donne une autre échelle un petit peu
dans les cases, notamment parce que il y a nombre de participants qui seront sur des chevaux. Et, Mm. euh, et donc, c'est vrai que ça ouvre vers un univers bien plus large, je trouve, que sur les parties précédentes. Oui, étonnamment, voilà, il y a cette place qui est laissée dans chaque case pour voilà, des paysages façon format cinéma, quoi, format vraiment long, des cases en longueur comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas forcément avant. Il y a aussi la notion de rythme hein, qui rentre en compte là-dedans, c'est-à-dire en fonction de la taille des cases qu'elles prennent dans chaque page et puis aussi du dessin qui est à l'intérieur, ça va potentiellement changer le rythme de lecture en fonction des lecteurs. Et ce style qui a évolué et qu'on a entendu tout à l'heure, euh, ce style qui a évolué, il va aussi s'appliquer aux personnages, bien sûr, puisque Araki forcément adore dessiner ses personnages. Et ça se voit notamment sur les visages qui paraissent plus réalistes et qui paraissent magnifiques en fait. Ouais, alors justement, on peut parler un petit peu du dessin qui a évolué. Bon, on avait un petit peu cette discussion en faisant l'émission, mais donc on l'a introduit avant. Il y a eu un changement de cible un petit peu éditorial, puisqu'il y a eu un changement de magazine. Ça venait d'une volonté de l'auteur, je pense, déjà de changer le rythme de parution, de se concentrer un peu plus sur son art, parce que on le sait bien que Araki, il aime quand même beaucoup dessiner. Puis peut-être que voilà, il voulait surtout aborder des thématiques plus matures aussi. Des thématiques plus matures effectivement, puisqu'on a ce changement d'édition qui passe voilà, d'un magazine dédié voilà, aux jeunes garçons dans le sens shonen. Voilà les tranches d'âge entre 12 et je sais pas 12, 20, 25 ans, mais non, c'est élargi, c'est sûr. En France, on n'a pas forcément les mêmes standards. Et à ce côté plus seinen, donc voilà, à une cible quand même plutôt au-delà des 15 ans quand même, voire plus. Et, euh, et donc, effectivement, on va avoir, moi, ce qui m'a marqué le plus dans cette forme de maturité du récit et de la cible éditoriale, c'est quelque chose d'un peu moins manichéen peut-être. Alors, enfin, ça on peut pas vraiment le dire. C'est-à-dire c'est très manichéen. On a encore un grand antagoniste et tout ça, mais c'est pas vraiment ça qui me fait dire ça. C'est plutôt le fait que d'un coup on ne suit pas que un Jojo, mais on se rend compte que autour de lui il y a beaucoup de personnages qui ont chacun leurs objectifs personnels et qui vont pas Mhm. forcément s'allier avec Jojo et tout ça quoi. Ouais, ouais, bah c'est ça en fait. D'ailleurs, même pour être sûr que nos auditeurs ne confondent pas, il y a aussi, bien sûr, sur les parties précédentes, il y avait des groupes hein, qu'on suivait, mais là, c'est vraiment, comme tu le dis, c'est pas parce que les groupes qu'on suivait, ils avaient le même objectif. Là, c'est vraiment des entités, des personnes, même en individuel, qui arrivent et qui ressortent du récit en autonomie. Donc on sent que Araki réfléchit bien plus en dehors de ce qui se passe, j'allais dire à l'écran, mais dans ses cases. Et, euh, et donc les personnages sont plus libres et surtout, voilà, ils ont d'autres objectifs. Donc ça contribue à donner ce truc un peu plus mature. Et puis il y a aussi plus de nuances dans les propos. Il y a plus de nuances dans les propos, effectivement. Moi, ce qui me fait très rire dans cette partie, c'est tout le travail qu'il y a sur les dialogues. Donc ça fait rire, et aussi, donc évidemment, il y a du sérieux, mais c'est vrai que je retiens aussi une patte de Hirohiko Araki qui continue de se confirmer. On l'avait déjà un peu dans les parties précédentes dans le manga. Peut-être que ça ressort moins, ça, dans l'animé, justement. Enfin, non, pas dans l'animé de Steel Ball Run, mais dans les animés déjà sortis. Euh, un jeu sur les dialogues qui est parfois assez amusant, avec des répétitions d'expressions farfelues à travers plusieurs cases. Parfois, tu as 7 cases à suivre
où il y a le même personnage qui dit exactement la même réplique dans les 7 cases, et c'est une sorte voilà, de jeu comme ça, mais évidemment, il y a tout ce qui concerne les thématiques de la partie. Il y a des choses un peu lourdes. On parle du président des États-Unis, notamment. Voilà, donc il y a aussi, il y a aussi tout ce côté-là, quoi. Ouais, alors, ouais, donc dans le plus sérieux, c'est vrai que dans le plus lourd, on a quand même, on commence à avoir des personnages, des antagonistes qui ont raison. Hein, ça fait partie de. Il y avait toute cette trend avec Thanos, hein, sur Avengers, en mode, bah voilà, ouais, si t'es plus mature, enfin, quand t'es enfant, tu suis les héros, et puis quand t'es adulte, tu suis Thanos, c'était un petit Ouais. peu ça. Mais bon, voilà, c'est bon, c'est sûr que c'est quand même intéressant de voir ça au cinéma. Mais là, il va un petit peu plus loin dans ces thématiques, dans ces messages qu'il veut faire passer. Et on sent qu'il prend pleinement, il embrasse pleinement maintenant la cible éditoriale dans laquelle il est, dans le seinen, puisque bah voilà, maintenant c'est plus comment dire, ces thématiques, ces messages ne sont plus pareils à ces ancrages entre du blanc et du noir, mais maintenant il y a bien plus de nuances de gris dans les messages qu'il veut faire passer, et ça c'est quand même assez intéressant. Alors moi, le seul truc la seule chose que je pourrais en retenir un peu dommage, si on peut dire ça comme ça, c'est que du coup, je pense qu'on perd un petit peu, en faisant plus de nuances, on perd de punch un petit peu. Un punch shonen, de toute façon, Hmm. qui est propre. Et de toute façon, c'est un sacrifice qu'on est obligé de faire. Je pense que c'est difficile d'être à la fois vraiment mature, nuancé, et en même temps d'avoir autant de punch, tu vois. Ouais, Et c'est autant vrai. de choses qui viennent attirer facilement. Je pense que de toute façon, là, on ne peut pas y recouper. Bah, c'est vrai que bon, au niveau des propos et donc peut-être des opinions justement qui vont en découler, c'est à savoir le choix qui est laissé au lecteur du camp, de peut-être choisir son camp. Alors, enfin, Mhm. il peut y avoir une vision un petit peu comme ça justement dans ce nuançage. Mais c'est vrai qu'on est quand même à l'inverse. Enfin, on n'est pas exactement dans le même délire que la semaine dernière avec Code Geass où justement les opinions avaient tendance à animer l'esprit du lecteur, justement à le titiller. Là, effectivement, il y a peut-être un côté moins punchy, comme tu dis, et ça se ressent dans la lecture. Mais moi, personnellement, je trouve que la lecture est aussi... pour revenir sur l'art, justement, on va en parler là, autour des pouvoirs, mais pour revenir sur l'art, la lecture est aussi un petit peu... elle change en fonction forcément de, du dessin, soit de la clarté des dessins, soit un dessin qui est fait de manière très rapide, avec des choses un peu ancrées comme ça, des traits qui sont pas fermés, ça donne toujours une impression de lire des cases plus rapidement. Alors que Mhm. comme Hiroki Araki est vraiment parti dans l'idée de faire vraiment des cases avec des dessins complètement terminés dans chaque case, complètement aboutis, il n'y a pas de traits qui restent ouverts, voilà. Ça donne aussi un rythme différent dans la lecture, quoi. Ouais, c'est vrai que là, on arrive sur un dessin qui est bien plus abouti, encore une fois. Hein, mais de toute façon, je pense que c'est vraiment l'évolution normale. Hein. Araki il continue d'avancer quoi qu'il se passe. Et là, voilà, dessin plus mature, plus réaliste, des visages qui sont vraiment bah ouais, plus réalistes. C'est même plus sérieux un peu, on peut dire, hein, en général. Et là, surtout là où il se fait plaisir, c'est encore le setting, là on y revient, mais c'est les États-Unis, années 1890, le Far West. Il laisse vraiment la place au paysage, surtout sur la fin, sur les derniers arcs, il y a vraiment des planches qui sont vraiment magnifiques. Et voilà, on a l'impression de voir un film ouais, Oui, de Far West, sur le Far West avec presque du cinémascope. Hein, des fois, oui, voilà, c'est c'est vraiment ça. des cases horizontales avec bah, une grande place
au paysage, ils sont dedans. D'ailleurs, à la fin, hein, de Steel Ball Run, Araki disait que, il commençait à en avoir marre de faire que des paysages. Donc comme quoi, tu vois, il a vraiment mis, tout ça, dans cette partie-là, au niveau des paysages. Et d'ailleurs, c'est cool parce que, bah, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, ce genre de setting, dans les mangas, japonais. Hem et d'ailleurs en coulisses, hein, de l'émission, on s'était arrêté, bien sûr sur cette partie-là, hein, avant notre pause estivale et on avait eu du mal parce qu'avant on faisait par thématique et en fait on avait essayé de regrouper Steel Ball Run avec peut-être un autre manga qui se passait, un petit peu dans ces thématiques-là ou dans ces ambiances-là de Far West et c'était très dur en fait, on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui matchait. Ouais. Et bah, en tout cas, on va pouvoir justement enchaîner sur ces thématiques, donc les thématiques peut-être un peu plus profondes que Steel Ball Run évoque, euh, euh, pour rentrer un petit peu voilà, dans le sens de ce qui, voilà, des histoires qu'il fait vivre à ses personnages. On a en Mmh. premier lieu, et on l'entendra encore un petit peu tout à l'heure, cette relation Joestar-Zeppeli qui évolue encore, puisqu'évidemment on a le retour d'un Zeppeli hein, dans Jojo, et ça faisait longtemps après la partie 2. Et il me semble que voilà, les personnages Zeppeli, c'est quand même ceux qui sont assez appréciés dans la saga Jojo. Et on a cette évolution entre la partie 1 où le Zeppeli était vraiment le maître du Joestar, donc Antonio qui apprenait à Jonathan comment utiliser l'onde et tout ça. C'était vraiment le maître plus âgé d'une génération au-dessus, voilà. Dans la partie 2, on avait vraiment la rivalité entre le Zeppeli et Joestar qui étaient de même génération, donc entre Shizar et Joseph, qui étaient voilà, dans une amitié-rivalité. Ils avançaient ensemble et l'un voulait voulait trouver sa propre technique pour faire comme l'autre, etc. Il y avait une notion de voilà, vraiment rivalité comme ça. Et maintenant, on a une relation un peu plus différente, hein, Jérôme. Ouais, bah alors en fait, on a une fusion des 2, tout simplement. Il va commencer à faire ça, hein, Araki, il va commencer à faire un parallélisme d'ailleurs, si je veux bien ressortir des mots, hein, de Oui, théorie de One Piece. Là, c'est plus de la théorie, hein, c'est de la pratique en fait avec Araki, puisque à partir de la partie 7, il va commencer à bourrer des autoréférences et à mélanger un petit peu tout ce qui s'est passé avant pour en faire pour faire que les lecteurs, les anciens lecteurs qui ont tout suivi, euh, ont ont une aventure un peu plus gratifiante, puisqu'ils vont commencer à avoir plein de petits détails, à se dire ah mais c'est trop bien, c'est vrai qu'en mélangeant ça et ça donne ça et c'est bien plus intéressant. Et là, bah là c'est les deux épélis en un, hein, la relation de Joestar de Johnny et Gyro. Et c'est à la fois une amitié, euh, pas de rivalité, quoique peut-être au début il y avait ce truc il faut que Johnny prouve à Gyro qu'il est compétent pour pouvoir apprendre sa oui. technique, etc. Mais c'est vrai qu'après, ça part sur de l'amitié, vraiment pure, franche. De toute façon, ça ne peut qu'évoluer comme ça dans un contexte aussi difficile qu'ils vivent, hein, tous les deux. Et puis en même temps, cette relation un peu de maître-élève. Oui, parce qu'ils ont tous les deux un objectif commun où ils décident voilà, d'être ensemble, de faire la course ensemble et voilà, de se sauver mutuellement. Et puis encore Jairo Zeppeli qui va apprendre beaucoup de choses à Johnny. Mais ils ont aussi chacun un rapport particulier personnel avec leur père. Mhm. Et voilà, la notion du père est aussi une thématique importante dans Steel Ball Run. Ouais, alors, bon, je vais pas monopoliser la parole parce que voilà, le père, hein, la thématique du père dans les mangas, c'est quand même particulier, hein, c'est un souci de société, ça révèle un souci de société. Mais bon, pour faire la petite histoire rapidement, c'est vrai que c'est vraiment en fait la génération de mangaka qui est arrivée après après le boom économique
du Japon, ils ont vu en fait leur père être tout le temps au travail, et donc du coup il y a ce manque, ce qui fait que c'est pour ça que vous voyez autant dans les mangas, dans les animés, ce truc du père qui est loin, qui est trop lointain, ou alors c'est le modèle à atteindre, ou c'est voilà. Et là, pour le coup, c'est des relations difficiles, hein, que Jairo et Johnny ont eu avec leur père. Oui, oui, Et, il y a une relation très particulière. On va pas tout raconter, bien sûr, hein, il faudra que ceux qui ne connaissent pas le découvrent par eux-mêmes. Euh, mais il y a, autant pour Jairo que pour Johnny, il y a un rapport mauvais quoi, avec le père. Il y a une forme de... Ouais, je sais pas vraiment comment dire ça en fait, mais c'est en d'emprise. fait, ouais, ouais, voilà, c'est une emprise, exactement. Et le but, d'ailleurs, il y a carrément un arc, enfin un mini-arc qui s'appelle comme ça, c'est Truman's World. Et le but, ça va être un petit peu pour les deux personnages, pour les deux protagonistes, de s'émanciper un petit peu de cette emprise du père. Et alors, bien plus tard, ce qui est intéressant, c'est que l'antagoniste principal va avoir aussi ce rapport avec le père qui est particulier. Et on va voir que ils auront chacun, en fait, les trois, des histoires avec leur père un peu différentes. Et en fait, ça va être ça le cœur de leur motivation. Donc voilà, c'est super intéressant. Ça fait que le propos est bien plus nuancé, et que il conclut vraiment bien son passage au seinen Araki. Oui, c'est sûr. Eh bien, voilà, je crois on a échangé de manière intéressante sur Steel Ball Run, mais il y aurait encore évidemment Mhm. beaucoup de choses à dire. Et nous sommes très ouverts aussi de connaître voilà, les avis des autres fans. Donc, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à commenter, et autant voilà, en live qu'en replay. Et ça s'applique pour toutes nos émissions parce que nous sommes vraiment très curieux de ce que peuvent nous dire les auditeurs. Et ça va se concrétiser avec ta chronique, Jérôme, puisque on est allé chercher voilà, les propos d'un fan de Jojo, toujours dans cette même convention Geek Days. Et avant de vous faire découvrir cette chronique, je crois que vous l'aimez déjà, que vous l'adorez déjà, c'est la petite coupure du milieu. Morio Show. Morio Show. Ah, nous avons vu tout ce qu'il était possible de voir au Geek Days. Les invités, les exposants, tout le gratin de Japanim, les restaurateurs, le chef de la sécurité, absolument tout. Mais il nous restait une espèce que nous n'avions pas encore approchée. Une espèce qui nous observait de loin. Nous pouvions même sentir leur présence à tout instant. Alors, avec notre courage à deux mains, nous avons tenté le tout pour le tout. Nous les avons approchés. Nous nous sommes mêlés à eux. Nous avons sacrifié tout ce qu'il était possible de sacrifier pour en arriver jusqu'ici, jusqu'à leur repère, le stand B22. Oui, je parle bien des furries. Ah non, non, pas du tout. En fait, il semblerait que quelqu'un m'ait donné le mauvais script, hein. Moi, je voulais parler des cosplayers à la base. C'est complètement différent, Evan. Oui. Et oui, puisque au Geek Days, nous avons eu l'occasion de croiser quelques cosplays de Jojo, et surtout, nous avons eu la chance d'en interviewer un qui portait le costume de Jotaro, partie 4. Nous en avons profité pour recueillir un avis de fans sur Steel Ball Run, et puis sur Jojo en général, en commençant par la manière dont il est arrivé dans l'univers du manga, et puis pour Jojo aussi. L'univers manga, c'était surtout des amis qui m'ont mis dedans. Mais en soi, en termes de manga, j'en ai pas vu beaucoup, je tiendrais à dire. C'est surtout Jojo et quelques trucs, un des amis me recommande souvent. Et Jojo m'a d'ailleurs été recommandé par justement lui, qui m'avait fortement recommandé parce qu'il m'avait dit que c'était, on va dire, rempli de testostérone, il m'avait dit. Il m'a dit ça te plaira. Je lui ai dit bah écoute pourquoi pas, et j'ai essayé et oui ça m'a plu. Dans mon entourage, j'ai personne qui commence les mangas puisque je suis le dernier à avoir commencé. Justement pour Jojo par contre, j'en ai mis certains dedans. Donc voilà, c'est un peu un cercle en fait. On fait rentrer des gens après être rentrés nous-mêmes à cause de d'autres personnes. Alors ça, là, ce qu'il dit, c'est quand même super parlant. Donc en fond, vous pouvez entendre bien sûr
l'ambiance, la foule, hein, en délire derrière le stand de danse qui était 24 heures sur 24 Oui, c'était impressionnant. animé. Et donc voilà, donc ce qu'il dit, c'est vrai que c'était vraiment très parlant sur le fait que c'était le dernier dans sa bande à s'être mis au manga. Ça, c'est quand même assez intéressant. Oui, oui, bah le fait que oui, ce soit Jojo du coup qui passe devant pour le petit dernier de la bande, c'est sympa. Ouais. D'ailleurs, c'était le cas aussi hein, pour moi, parce que moi, à l'époque, j'avais quand même eu beaucoup de références de Jojo lointaines, hein. J'en avais parlé dans les premières émissions, mais c'est vrai que c'était en se rencontrant hein, que vous m'avez rappelé alors sur le fait que Jojo, ça existait, que c'était super bien. En tout cas, voilà, donc on va pouvoir voir un petit peu, on a vu avec lui, eh bien, comment est-ce qu'il a accroché à cette série, à Jojo. Ce qui m'avait vraiment plu, c'était notamment les personnages qu'ils ont. À chaque arc, il y a un nouveau personnage principal, avec leur propre histoire et leur propre groupe. Et à chaque fois, c'est différent. Et c'était plutôt sympa de les voir interagir comme ça en étant tous des personnages uniques en soi. Donc c'est surtout en fait les personnages qui me font regarder. Ouais. Et donc voilà, il dit que lui, principalement, c'est les personnages. Araki avait sorti un bouquin sur la création de manga. Ce serait intéressant qu'on en parle d'ailleurs peut-être dans une future émission. Oui. Je sais pas si t'en avais eu un petit peu avant de ce bouquin. Pardon, de quel bouquin? Du bouquin sur la création de manga. Ah non, j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais c'est vrai que ça aurait vachement sa place dans nos futures émissions. Exactement. Et d'ailleurs, sur ce bouquin, il parle de l'importance des personnages et du fait que voilà, c'est eux qui conduisent un peu le récit et qu'en général, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils construisaient ces personnages de manière très détaillée et qu'ensuite, il les laissait dans l'environnement qu'il avait créé. Et souvent, il était même lui-même surpris des fois par les tournures d'événements que les personnages prenaient eux-mêmes à la place de l'auteur. Donc ça reflète vraiment bien finalement ce que voulait Araki. Ensuite, on lui a posé la question voilà, de s'il avait une partie préférée, laquelle. La partie que j'ai préférée, j'hésite entre 2 et 7 du coup. 2 parce que c'était vraiment avant, donc c'est quand j'ai commencé, donc je pense que c'était surtout à cause de ça. Et même si c'est pas mon préféré, le personnage de Joseph est génial. Et sinon, 7 parce que j'aimais beaucoup justement l'amitié entre Johnny et Jairo, qui est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je préfère Johnny. Pendant tout le truc, il y a eu cette espèce de dynamique de la relation entre Jairo et Johnny qui montait. Et c'est vraiment ça qui a fait que j'avais vraiment apprécié, parce que l'amitié, elle était... Je pense que c'est l'une des amitiés les mieux faites, en fait, dans tout Jojo. Quand on voyait les deux qui communiquaient et qu'ils ont vraiment des discussions qui sont vraiment réalistes. C'est pas justement comme la relation entre Joseph et César, où ils étaient constamment en train de se taper dessus jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fin où ils disent bon là on devrait faire équipe, et après ça enfin je dis pas que c'était mal fait, je dis juste que c'était beaucoup moins intéressant comme développement de personnage, je trouvais, que la partie 7. Bon alors c'est dire C'est un avis intéressant confirme en un tout petit cas. peu, c'est vrai que ça confirme un petit peu ce qu'on a dit hein. Moi je trouve pas totalement inintéressant la relation entre Joseph et Shizar, mais effectivement c'est d'un Oui. autre ordre. Oui, c'est vrai qu'il a souligné l'évolution un petit peu. C'est quand même des relations qui sont bien plus développées et ça ne fait que souligner voilà, la force des personnages et surtout de Johnny et Jairo dans la partie 7. Donc ensuite, on vous l'a bien dit, hein, il y a quand même une certaine différence quand on arrive sur Steel Ball Run, et donc on a voulu savoir un petit peu quel en était son ressenti. Au début, en fait, j'étais un petit peu largué parce que ça a commencé, c'était un redémarrage. Donc je revoyais des noms qui revenaient, mais des anciens noms. Je voyais comment est-ce que ça avançait. Donc j'ai trouvé ça un peu surprenant au début. Mais c'est après, en avançant, quand j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui étaient plutôt bien. Par exemple, l'un des premiers combats qu'il y a, où les personnages principaux, pour l'instant, ils n'ont pas encore de stand. Et ils sont par contre, une famille qui, eux, en ont déjà. Et c'est l'un des combats les plus intéressants, parce que c'est vraiment le point de vue d'une personne qui ne peut rien faire contre, et ils utilisent juste le peu de techniques qu'ils ont. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais
Il y a à nouveau beaucoup d'inventivité hein, dans les combats euh, et des pouvoirs multiples. Bah oui, c'est ça. D'un coup, il y a énormément de. Bah, encore les stands hein, qui reviennent, et donc on va en avoir. Enfin, ça, Araki va encore continuer à foncer dans la création de divers stands, mais il y a aussi d'autres pouvoirs, et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des stands. Oui, et donc bah, même des personnages qui n'en ont pas et qui euh, on peut suivre leur point de vue. C'est pas qu'une seule fois hein, dans Steel Ball Run qu'on peut voir ce genre de situation. Et bah voilà, ça montre que Araki ne s'est toujours pas, n'a toujours pas épuisé sa réserve infinie d'idées. Euh, Ensuite, on a été un petit peu sur le terrain de l'esthétique, un petit peu hein, de cette partie 7, euh, et de voir lui ce qu'il en pensait. Je pense que la différence la plus notable, c'est de 3 à 4. Je pense que c'est le plus facile à remarquer parce que c'est là où il a arrêté de faire des personnages qui étaient vachement plus dans le muscle, vachement plus dans l'abusé pour pouvoir faire des personnages qui étaient un peu plus, on va dire, classiques, qui faisaient un peu plus réalistes, on va dire, quand on les regarde. Ça faisait moins montagne, notamment avec le fait que Josuke, il faisait vraiment quelqu'un de son âge, là où Jotaro, à 17 ans, on aurait dit qu'il était plus âgé que moi actuellement. Après, est-ce que j'ai trouvé que c'était mieux ou moins bien? Est-ce que j'ai vraiment fait attention? Personnellement, en général, le style graphique, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Donc j'ai pas vraiment tant que ça prêté attention. Est-ce que sinon ça serait mieux ou pas? Je dirais que c'est différent. Y a pas, je peux pas trouver ça mieux ou moins bien parce que ça colle bien chacun avec leur partie en fait. C'est-à-dire qu'à la base, c'était tous un peu bourrins, où ils frappaient vraiment. Quand on voyait Star Platinum, ils rendaient beaucoup mieux en étant vachement musclés qu'après, dans la partie 6 notamment, où ils faisaient vachement plus normal. Alors c'est vraiment intéressant ce qu'il dit parce que là, pour le coup, nos avis divergent pas mal. On n'a pas tous la même attention sur différents points d'une œuvre. Et là, pour le coup, lui, il nous dit que bah, l'esthétique, c'est pas vraiment ce qu'il regarde en premier. Oui, bah, c'est sûr que ça peut se comprendre du point de vue de beaucoup de lecteurs, hein. Les gens n'attendent pas les mêmes choses, les gens ne lisent pas des mangas pour les mêmes choses. Je pense que ce qui est très répandu quand même chez les lecteurs en général, c'est quand même d'être pris dans l'histoire, hein. Ça reste, moi, c'est ce que j'ai constaté la semaine dernière en interrogeant voilà, plusieurs personnes qui achetaient des mangas à Japanime, justement. Euh, c'est que c'est la primauté de l'histoire, hein, quand même. Hmm. Et bah, justement, il nous a une transition là avec la partie 6. Il parlait de ce design-là. Et on lui a posé la question de ce qu'il attendait un petit peu de cet animé qui va arriver pour Stone Ocean. Qu'est-ce que j'attends de l'animé? Pas forcément grand chose. J'attends qu'il retranscrit surtout bien parce que Stone Ocean c'était un où, bon, pour pas spoiler, la fin c'était très surprenant, on va dire. Et très courageux, on va dire, de la part de l'auteur aussi de faire ce genre de fin. Le doublage en général ça apporte beaucoup. Le doublage de Jotaro notamment justement c'était l'un que je pense il apportait le plus. Il avait vraiment la voix du personnage. Après ça on peut plus l'entendre avec une autre voix. Ouais, alors bien sûr, il y a l'importance du doublage hein, qu'il souligne. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est souvent au Japon ce qu'ils mettent en avant hein, pour la promotion des nouveaux animés. C'est le casting, c'est les seiyuu. Mais alors, en fait, surtout, il est pas le seul à apprécier eh bien, cette partie 7, puisque c'était quand même sa partie préférée. Puisque bah, moi personnellement, toi aussi Evan, on voit régulièrement sur Internet eh bien, l'engouement et puis l'attente de l'animé concernant cette partie, hein, Steel Ball Run. Euh, Il y a beaucoup de fan art, je sais pas si tu en as vu quelques-uns. Ah oui, oui, oui. Bah, de toute façon, dans JoJo en général, il y a beaucoup de créations hein, sur Internet par les fans. Mais on a vraiment l'impression que autour de Steel Ball Run, il y a un engouement vraiment particulier, bah, notamment, je pense, chez les Américains. Parce que voilà, c'est souvent des Américains dont on voit le travail sur Internet, parce ils sont nombreux. Et, et c'est vrai que ça soit sur YouTube, où on va voir des fan openings, donc c'est-à-dire des gens qui vont monter carrément un opening pour Steel Ball Run, ou alors bah, des musiques. On en a parlé un peu tout à l'heure. En fait, les musiques qu'on a passées, la musique qu'on a passée au début, c'est une création donc d'une artiste
qui s'appelle Sarah Gwynn, et donc qui compose plein de bandes originales fan-made, donc faites par elle-même. Donc c'est des bandes originales théoriques pour soit des animés qui ne sont pas encore sortis de JoJo, donc partie 6, partie 7, partie 8, soit des concepts de thèmes, de bandes originales qui seraient associées à tel ou tel personnage, mais qu'il n'y a pas eu dans les animés déjà sortis. Ouais, c'est des what if en fait. Et bah justement, elle a été connue d'ailleurs un peu grâce à sa composition sur Steel Ball Run, hein, parce que quand on regarde sur sa chaîne, elle en est quand même déjà à une cinquantaine de titres. Donc il y a de quoi. En fait, David Production a de quoi déjà remplir tout son animé de ses musiques à Gwyn en fait. Oui, elle a fait un album complet. D'ailleurs, on va pouvoir peut-être mettre un petit thème, le thème principal qu'elle a imaginé pour Steel Ball Run, justement. On va le mettre un petit peu en fond pendant qu'on parle. Mais c'est vrai que Ouais, tout à fait. c'est assez intéressant si on écoute un petit peu la composition musicale, là, si on se penche un peu dessus. Ouais, alors bon, moi je suis pas expert hein, là-dessus, mais c'est vrai qu'elle a quand même bien repris, je trouve, hein, les ambiances qu'on s'imagine en fait quand on lit l'œuvre. Euh, c'est quelque chose d'épique, c'est quelque chose de. On a ces mélodies, ces harmonies un petit peu sur les cordes qui nous font pas mal penser à du Far West. Ouais. Ouais, bah oui, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est une imagination, c'est une création. Et puis moi, en tout cas, c'est une création qui m'a convaincu et qui m'a permis de lire le manga avec une ambiance, du coup, déjà toute faite, quoi. Ouais, c'est vrai on est assez privilégié hein, en tant que fan de JoJo parce qu'on a une énorme base de création et du coup on peut avoir les musiques en avance avant l'animé. Bon, alors écoute, je pense que on a fait un petit peu le tour hein, de cette chronique. Et donc en parlant d'animé, justement, on a eu des news hein, récemment sur plein de choses autour de JoJo et donc je pense qu'on va pouvoir parler de ça. Morio Show. Morio Show. Bon alors, Stone Ocean, l'animé, il y a eu beaucoup de news quand on n'était pas là. Hein. Eh ben oui, le 8 août précisément, il y a eu l'annonce comme quoi l'anime sortira en décembre 2021, donc c'est très tôt finalement comparé à ce qu'on imaginait au départ hein, de l'événement du 4 avril, rappelez-vous, où on annonçait que Stone Ocean allait être produit, ou voilà, enfin que l'anime était en cours. Eh bien, voilà, ça sort en décembre 2021 sur Netflix. Et alors, il y a une notion un peu étrange qui va avec cette info voilà, sur Netflix, c'est la question de la sortie mensuelle. On ne sait pas trop voilà, ce que ça signifie, Ouais. mais Ouais, c'est particulier. Il y a eu des nouvelles news encore récemment concernant ça, hein, donc qui ont bien confirmé que c'était une sortie mensuelle, mais encore il n'y a pas de détails là-dessus. Donc est-ce que ça veut dire que ils vont sortir plusieurs épisodes, peut-être 4 épisodes par mois d'un coup? C'est très particulier parce que moi ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est déjà c'était qu'ils sortent tout d'un coup, mais ça c'est pas possible parce que en fait en termes de suivi de fans, de promotion, c'est très mauvais de tout sortir d'un coup hein, pour un animé, ouais. parce que du coup, toute live va retomber en 2 semaines. Mais alors là, comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont sortir 4 épisodes par mois d'un coup sur Netflix? Parce qu'en général, c'est ce qu'ils font. Ils sortent d'un coup plusieurs épisodes. C'est particulier. Il y a aussi la sortie plus tard, il me semble que c'est en janvier, de la sortie télé hein, de l'animé. Oui, absolument. Voilà, donc il y a beaucoup de questions là-dessus. C'est quelque chose qui nous a pas mal étonné. Est-ce que ça va arriver aussi sur les plateformes autres type ADN, du coup, vu que ça arrive sur Netflix? Que va-t-il se passer par rapport au spin-off hein, de Kishibero, vu que du coup Netflix commence à beaucoup s'associer avec JoJo? Il y a presque un to be continued hein, autour de Netflix et JoJo en ce moment.
Oui, et puis il y a aussi Crunchyroll hein, qui était en quelque sorte, je ne connais pas les terrains, mais qui était en quelque sorte partenaire en fait, de la licence JoJo chez David Productions. Donc voilà, voilà, les questions sont toutes ouvertes pour cette sortie, mais bien évidemment, on va avoir des nouvelles news au fur et à mesure du temps, et je pense qu'on vous les partagera aussi. On a aussi des infos sur le casting, et ça c'est intéressant. Ouais, alors le live du WeToot, il y a eu donc le trailer. Ça faisait bien plaisir. On a eu quelques petites musiques hein, aussi donc de l'animé, peut-être le thème de Jolene, on ne sait pas. Et donc on a eu la confirmation du cast des protagonistes un petit peu. Et donc on va avoir des voix qu'on connaît déjà pas mal, hein, puisque au Morio Show, puisqu'on a FF qui va être doublé par Maria Issei, qui est la voix de Killua dans Hunter x Hunter, hein, et Anasui, qui sera doublé par Daisuke Namikawa, qui est la voix d'Hisoka. Donc là, ça va vraiment être le meilleur casting possible, puisque moi, je suis toujours amoureux de Ai Fallows, la doubleuse de Jolene. Ah oui, bah ça, il y a de quoi. En tout cas, je pense que ça va donner ça va donner une synergie et un ensemble assez intéressant d'avoir toutes ces voix-là regroupées ensemble, du coup. Mhm. On a aussi des news sur Jojo Lion. Bah, c'est fini en fait, voilà, fin de la news. Et oui, effectivement, ça s'est fini après 110 chapitres, donc compilés en 27 tomes. Et ça s'est fini le 19 août dernier, bien sûr. Donc bah là, c'est pareil, hein, dans combien d'années pour l'adaptation animée? En tout cas, on n'y est pas encore, ça c'est sûr. Ouais, et Mais surtout, ça va nous permettre de parler de Jojo Lion en émission, en ayant fait un tour complet de Jojo Lion. C'était un petit peu notre crainte aussi, c'était qu'on arrive à Jojo Lion et que bah, en fait, ce soit pas fini et qu'on puisse pas avoir assez de recul sur l'œuvre. Et là, bah, on va pouvoir vous faire une super émission en fait. bah oui, là, du coup, voilà, quand on aura tout rattrapé, parce que j'avoue, j'ai pas encore tout lu, quand on Moi aura non tout plus, hein. rattrapé et tout bien compris, ouais, on va pouvoir construire une émission sur Jojo Lion, bien évidemment. Et puis on a On a aussi aussi ouais, la partie 9. en même temps. Ah bah oui, la partie 9, la fameuse. Mais oui, bah alors attends, moi aussi j'étais trop hype pour en parler parce que là, il y a eu la fin de Jojo Lion, il y a eu les news de l'animé et tout, et derrière Araki il nous sort, je vais faire une petite pause, mais genre un mois, alors que le mec ça fait des années et des années qu'il est sur Jojo Lion, et là il dit, je reviens dans un mois avec la partie 9. Tout le monde était en mode, ouais, ça a vraiment, je pense, il y avait vraiment un gros débat hein, sur Internet. C'était presque du 50-50 sur est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il va pas continuer, parce que bah, c'est dur hein, quand même de continuer un manga, bah, surtout à son âge, quoi. Puis ça fait longtemps qu'il est sur Jojo, quand même un petit peu depuis 86. Et le mec te dit, bah non, en fait, partie 9, Jojo Land. Alors, est-ce que ce sera le mois prochain, là, en octobre? Est-ce que ce sera en novembre? On ne sait pas encore, mais en tout cas, ça va arriver très très rapidement. Bah oui, puisque 19 août, si on compte un mois et qu'on arrondit, ouais, ça fait environ octobre. Donc on ne sait pas si ce sera vraiment le début de la sortie en octobre ou après, parce que l'info peut être vague et ça peut être un mois de pause, slash réflexion, Mhm. slash storyboard et tout ça. Enfin, bon, ça c'est toujours difficile à se dire, mais c'est vrai que ça vise un petit peu le octobre-novembre pour le coup. Ouais, d'ailleurs, on aimerait beaucoup hein, faire quelques petites émissions, enfin faire un format un petit peu plus court, spécial Jojo Lands quand ça sortira à chaque fois, chaque mois, parce que bah, du coup, ce sera assez adapté à notre format d'émission. On aimerait vraiment bien suivre ça, parce que bah, je pense qu'on n'aura pas non plus beaucoup de gens sur Internet qui feront ce suivi-là sur Jojo. Oui, et puis on aura toujours plus de matière, puisqu'on a aussi l'annonce d'un spin-off Jojo. Oui, ça n'arrête plus. Ça Ça n'arrête plus, n'arrête ouais. plus. Donc là, le spin-off, c'est là où on a le moins d'informations, on peut dire. Mais, et là, c'est le truc qui hype le plus. Donc ce sera pas une histoire originale d'Araki,
ni le dessin original d'Araki. Ce sera 2 autres personnes qui seront dessus. Et ça devrait sortir donc courant hiver là, de cette année. Mais alors surtout le plus hype, qu'est-ce que c'est, Evan? Le plus hype, c'est la suite, la séquelle de Mashonen BT, donc ancien manga de Araki avant Jojo, par l'auteur de Monogatari. Donc pour ceux qui connaissent Monogatari, c'est assez intéressant, c'est Niji Oisin qui s'appelle. Niji Oisin, c'est assez difficile à prononcer. Et ça, je pense que autant voir du Jojo fait par quelqu'un d'autre pour le spin-off dont on vient de parler, ça peut être intéressant. Mais là, du coup, on a carrément du Araki, pour le coup, Mashonen BT, qui avait déjà beaucoup d'infos. On voit déjà le pré-Jojo dans ces 6 chapitres qui étaient sortis courant 1982-1983, il me semble. Et donc, qu'est-ce que ça va donner tout ça dans un récit par l'auteur de Monogatari, quoi. Ouais, ça va être vraiment intéressant. Alors, je reviens sur le spin-off quand même, parce que on a oublié de vous dire quand même que le spin-off, ce sera Josuke de la partie 4 et All Horse de la partie 3, qui seront les protagonistes. Et ça, c'est quand même le plus insolite. Je pense que c'est la news la plus insolite qu'on ait sur Jojo en ce moment. Oui, c'est clair. Ça a beaucoup fait rire Internet, hein. Oui, les voir tous les deux ensemble. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Et puis, voilà, pour finir, on a aussi des news sur la VF de Jojo qui continue. Donc, on s'était arrêté sur, à l'époque, Golden Wind, la première partie qui avait été doublée, la première moitié de Golden Wind qui était sortie. Là, depuis, il y a eu le release du Blu-ray DVD. Donc, tout Golden Wind est disponible en français. Mais aussi les 2 premières parties, Phantom Blood et Battle Tendency, qui sont dispo en VF, avec et bien sûr à la fin de Battle Tendency une petite preview pour la voix de Joseph, dont je vous ai passé l'extrait sur ma chronique de la semaine dernière. Pour Stardust Crusaders qui sortira. Alors on n'a pas encore de date, mais ça ne saurait tarder, puisque nos infos à l'époque nous avaient dit que la voix de Rohan avait déjà été castée. Donc Stardust, c'est déjà dans les bacs à mon avis. Ça ne tardera plus trop à sortir. Oui, en tout cas on a hâte de découvrir tout ça. Et je pense que voilà, ça va nous donner vraiment la matière pour nos émissions futures. Maintenant, il est grand temps de clore cette émission. Donc Jérôme, je vais te laisser le petit mot de la fin. Et puis sinon, je vais vous souhaiter la bonne soirée à tous. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous. On a tenté une émission un peu plus courte que d'habitude. Pour voir ce que ça donnait au niveau format. Et puis, voilà, on se retrouve pour la prochaine fois pour un autre sujet. Et puis, on se retrouvera encore plus tard pour Jojo Lyon quand on aura rattrapé notre retard. Merci à tous. Salut. Merci à tous et on vous laisse avec ça. À l'instar de l'édition française de JoJo's Bizarre Adventure il y a quelques années, le Morio Show doit encore obtenir sa popularité. La fanbase de cette web radio manga saura-t-elle lui rester fidèle? L'adaptation animée des aventures radiophoniques de Evan et Jérôme pourra-t-elle provoquer un regain d'intérêt pour l'émission? Prochaine émission, mardi 12 octobre 2021. Tengen Toppa, Gurren Lagann.